Et bonjour à vous, Rebecca d'Outremer. Bonjour. Bonjour. Pourquoi avoir eu envie d'ouvrir ce dialogue avec Steinbeck? Il y a plein de bonnes raisons, et pas de mauvaises raisons, mais de raisons plus pratiques. On a cherché pendant longtemps avec l'éditeur Tichina, avec qui j'avais déjà travaillé sur Soi. Et je me permets de dire que Le Soleil d'Escorta a été illustré par Benjamin Bachelier. C'est bien un livre de Tichina. Mais pas de vous. Non, c'est pas de moi, c'est rien. Mais c'est un très beau livre illustré dans la même collection que Soi. Et donc Soi, adaptation du roman d'Alessandro Baricco. Pardon. Et donc on a cherché longtemps un texte fort, court, mythique, et puis qui puisse me donner envie, avec les éditions Tichina. Et tout d'un coup, je ne sais plus qui a eu l'idée, mais ça nous a paru comme une évidence, évidemment, Les Sourds et les Hommes, le livre de nos adolescences, et que tout le monde connaît en même temps, qui a fait pleurer tout le monde. Il y en a beaucoup. Pourquoi une évidence quand même sur ce livre? Vraiment, en cherchant les titres, je cherchais le petit bouquin qui allait me permettre de faire un travail particulier, comme je l'ai fait dans l'ouvrage qui est paru la semaine dernière. Et oui, tout d'un coup, j'ai pensé à lui et j'ai vu que tout de suite, il y avait un potentiel énorme et que ça correspondait à ce que je pouvais faire et que c'était une opportunité énorme pour moi. Parce qu'il y a des espaces, parce qu'il y a des gueules, parce qu'il y a une histoire forte. Il y a du drame, il y a du sang, de la sueur, de l'histoire. Petit roman et en même temps gros roman graphique, gros livre illustré. Parce que vous gardez tout le texte. Alors, une des mauvaise raison, ce que j'ai invoqué tout à l'heure, c'est que c'est vrai que le roman est très court et ça me permettait de faire, comme je l'avais décidé dès le départ, de proposer une proportion texte-image comme on la voit dans le livre. Alors il faut que je vous l'explique. Je pense que l'objet tel qu'il est paru là, quand le lecteur ouvre l'objet, il se dit avant tout que c'est un livre d'images. La proportion d'images est énorme et pourtant on voulait garder, et on l'a fait, le texte intégral, on n'a pas enlevé une virgule. Donc pour que le texte intégral puisse s'intégrer dans beaucoup d'images, il a fallu mettre beaucoup de pages tout simplement. Mais c'est pas une bande dessinée, non. Ça ne fonctionne pas du tout de la même manière. Non, pas du tout. Non, il n'est pas question, sauf à quelques moments de dessin séquencé. On lit le texte par petits paragraphes et on découvre les images de types très différents, de styles différents, avec une relation du texte à l'image différent à chaque fois. Donc ce sont des codes de lecture qu'on propose, à mon avis, qui sont assez nouveaux par rapport à ce qu'on connaît dans la bande dessinée et même dans le roman graphique. Alors, je ne connais pas tous les livres et les romans graphiques qui sont parus ces derniers temps, mais je pense qu'on fait une proposition quand même assez nouvelle. C'est une expérience de lecture assez nouvelle, je pense. Mais sur la fabrique, sur le processus de travail, et après on revient à Des Souris et des Hommes, on revient à Steinbeck, on revient aussi à ce choix-là. Sur la fabrique et la manière de travailler, vous avez le texte à côté, vous l'avez lu et revu, et à partir de là, comment vous faites? Vous commencez le dessin, vous commencez à mettre des images dans votre tête et sur le papier, et après le texte viendra se placer dans la page? Alors, les images ne fonctionnent pas une par une. Il faut déjà repenser le livre dans son ensemble, ce que je fais de toute façon à chaque fois, que ce soit un album de 40 pages ou là, en l'occurrence, de 420 pages. Donc il faut penser à un rythme global qui là fonctionne par chapitre. Et j'ai imaginé chaque chapitre comme un mini-film avec un générique de début, un générique de fin, un prologue, etc. Donc j'ai mis en place, si vous voulez, des types d'illustrations. Alors c'est vrai que c'est difficile à la radio, il faudrait voir les images, mais j'ai mis en place des images d'ouverture qui fonctionnent comme des tableaux, avec des références à, par exemple, le travail photographique qu'on connaît bien de cette histoire, de ce moment d'histoire de l'Amérique. Il y a ensuite des images qui fonctionnent comme des photographies, qui sont là et qui accompagnent ce qui correspond presque aux premières pages de chapitres de Steinbeck, qui sont presque comme des didascalies, qui vont introduire après tous les dialogues entre les personnages, parce que tout ce livre est à 90%, ce sont des dialogues. L'écriture de Steinbeck est très dialoguée. Et puis ensuite, donc je travaille le livre dans son ensemble, puis chapitre par chapitre, puis page par page, en travaillant le rythme pour que le lecteur ait envie de tourner la page, d'être surpris, et puis la cohérence évidemment avec le passage illustré.
On est au début des années 30, au cœur d'une Amérique en crise, avec des travailleurs, les travailleurs des fermes et des ranchs en Californie, avec les saisonniers aussi, avec George Milton, le malin, et Lenny Small, le simple d'esprit, qui n'aime rien de plus que de caresser des choses si douces. On va écouter l'auteur nous présenter ses personnages. Ils étaient vêtus tous les deux de pantalons et de vestes en serge de coton bleu à boutons de cuivre. Tous deux étaient coiffés de chapeaux noirs, informes, et tous deux portaient sur l'épaule un rouleau serré de couverture. L'homme qui marchait en tête était petit, vif, brun de visage, avec des yeux inquiets et perçants, des traits marqués. Tout en lui était défini. Des mains petites et fortes, des bras minces, un nez fin et osseux. Il était suivi par son contraire, un homme énorme, un visage informe, avec de grands yeux pâles et de larges épaules tombantes. Il marchait lourdement, en traînant un peu les pieds, comme un ours traîne les pattes. Ses bras, sans osciller, pendaient ballants à ses côtés. Une lecture de Jean Topard, Des souris et des hommes, présentation des personnages. On est alors en 1961 quand cette lecture est réalisée. C'est une archive INA. Vous êtes reparti de cette description pour leur donner vie à George et à Lenny. Je vais vous dire, bien sûr, j'ai lu le moindre détail du texte qui pouvait me servir pour mettre en image les personnages, les lieux, etc. Mais à dire vrai, il y a peu d'informations dans le texte sur les personnages. Bon, là, on vient d'écouter le petit moment de description de George et Lenny, mais j'ai pas été très contrainte par le texte. C'est ça qui faisait aussi que ce texte était intéressant. C'est que, encore une fois, c'est à 90% des dialogues. Les descriptions des lieux sont très restreinte, et donc ça m'a laissé une place énorme, moi, pour imaginer les choses. Donc oui, je connais le texte par cœur, je l'ai lu 3000 fois, j'ai cherché le moins de petites choses que je voulais pas, dans les textes, les moins de petits détails qui étaient décidés par l'auteur et que je voulais pas contredire, mais franchement, ça m'a pas donné beaucoup pour faire mes images et ça m'arrangeait bien. Mais quand on entend cette description, il y a un petit côté Laurel et Hardy quand même, dans la manière de les appréhender. Pour vous, juste pour dessiner ces deux personnages, ces deux caractères principaux du roman, il vous a fallu combien de coups de crayon ? Il y a une première étape effectivement de recherche des personnages pour arriver à leur donner un visage. Ça commence par le visage. Oui, quand même. Ouais. Après, il y a l'évidence. La taille, la stature, la corpulence. Elle est plus évidente, disons. Il y a le petit et le grand balèze. Donc, bon, là, il n'y avait pas trop à discuter l'auteur. Sur le visage, il y a très peu d'infos. Après, il y a aussi les codes du dessin qui font que moi, j'ai pas le pouvoir d'un photographe. Je suis pas dans ce détail-là. Donc, il faut que je trouve des petites choses qui font qu'on va reconnaître le personnage à coup sûr. Donc, moi, j'ai mis des oreilles très décollées à Georges. Elles sont toujours très rouges. Et puis, Lenny, il a un petit nez rouge, au contraire. Voilà. Donc, c'est des petits codes de dessin qui me permettent, moi, de me tromper, de pas les dessiner tout à fait exactement pareil d'une page à l'autre, mais au lecteur, quand même, de les reconnaître. Comment décrire leur amitié ? Parce qu'elle est centrale dans le roman. Lenny dit du duo « J'ai toi pour t'occuper de moi et toi t'as moi pour m'occuper de toi ». Mais ça paraît pas évident aux yeux de tous, cette amitié-là. Ces deux hommes qui font tout ensemble, qui ne se séparent pas. C'est une amitié très pudique. Il n'est pas question... Là, c'est Lenny qui en dit le plus, finalement. C'est le simple d'esprit qui va s'exprimer beaucoup plus franchement sur ce lien. Mais Georges, il évoque jamais ça. Donc c'est très pudique. Et Steinbeck il est très factuel, en fait. Voilà, c'est sa façon d'écrire. Il écrit les faits, il propose des dialogues, mais il n'analyse pas ni la morale des personnages, ni leurs sentiments. Il n'est jamais question de sentiments dans ce livre. C'est Lenny qui en dit le plus, bizarrement. C'est une société où il n'y aurait que le travail, que Steinbeck nous décrit, où les hommes ne seraient que des bras. Et il est là le cauchemar. Et d'ailleurs, bon ou mauvais, de caractère, chaque personnage est traversé, voire un peu rehaussé quand même par ses rêves. Comme la femme de Curley, le fils du patron, qui, elle, rêvait d'être actrice. J'aurais pu devenir quelqu'un. Elle est hantée par cette idée-là. Comme Curley aussi, qui aurait sûrement rêvé d'être un boxeur professionnel et qui n'aime rien tant que se battre,
tout le temps à se chamailler, celui-là. Le rêve, c'est quoi pour eux tous? Un remède à la solitude pour vous, Rebecca d'Outremer? Mais c'est certain que là, tous les personnages sont enfin, il y a une noirceur de la vie de tous ces personnages qui est terrible. Enfin, et les seuls, les deux personnages qui sont pas seuls, donc ce sont Georges et Lénie. Et s'il y a le petit espoir, la petite lueur qu'on peut percevoir dans le livre, c'est cette amitié, c'est ce lien et ce rêve commun qu'ils ont et auquel tous les autres personnages du livre veulent s'accrocher. Bien sûr, la femme, par exemple, la pauvre, elle n'a même pas de nom. Les femmes ne sont pas très très bien traitées dans le livre. Il n'y en a pas beaucoup d'ailleurs, elle est même la seule. Non, c'est l'unique. Non, si, il y a les tenancières du bordel du coin. Mais la femme, le rêve de ces deux-là qui s'entendent et qui ont un projet commun, ce rêve-là la fait rêver. Crooks, le noir, qui est complètement mis à part dans la ferme et qui est traité encore comme un esclave, essaye de s'accrocher à leur rêve à eux. Et le vieux Candy aussi, ils essayent tous de se raccrocher au voyage, quoi. Donc oui, ils sont tous d'une solitude noire et le fait qu'il y en ait deux qui se mettent en commun pour avoir un rêve commun, c'est vraiment la lueur d'espoir pour tous. Je pourrais te faire pendre à une branche d'arbre si facilement que ce ne serait même pas rigolo, dit la femme de Curley à Crooks. On est vraiment tous le moins que rien de l'autre, en fait. Hein. Vous disiez le peu de place des femmes, la manière dont elles étaient aussi rabaissées par l'histoire, avec un grand H. Voilà, Crooks, qui est l'afro-américain, lui, n'est pas non plus dans une situation plus enviable. Hein. Non, c'est pas idéal. Mais il n'y en a pas un pour rattraper l'autre dans cette histoire. Ils sont même pas... Même Georges, il est très rustre. Enfin, il est dur, il a des paroles dures. Et la femme, alors, bon, c'est sûr qu'elle a la pauvre. Elle n'a même pas de nom. Elle a qu'un rêve, celui d'Hollywood et d'être une star. Elle est aussi mauvaise que les autres. Et même Crooks, le noir de la ferme, donc il est extrêmement maltraité, mais lui aussi, il a des pensées très agressives envers les autres. Il n'est pas généreux. Enfin, ce sont des personnages qui vivent des choses tellement dures que tout sentiment leur est enlevé. Enfin, en tout cas, ils n'expriment rien de très bon. Et pourtant, je pense qu'on les aime quand même. Il y a une grande compassion de Steinbeck pour ses personnages. Donc, ce que vous montrez bien, c'est le contraste aussi entre la réalité et le rêve. Parce que ce rêve, il est alimenté aussi par toute cette imagerie que vous traduisez, des publicités, celles des affiches, ce rêve américain, ce rêve d'ailleurs, de plus, d'ascenseur social. Et on le voit avec elle, et son rêve d'être actrice. C'est-à-dire qu'en même temps, les imaginaires sont remplis de toutes ces réussites-là, en fait. Hein. Alors c'est ça, c'est ce qui m'a permis, cet aspect-là de l'histoire m'a permis de jouer moi, et c'est pour ça que c'était très riche à illustrer, avec le parti que j'ai pris, de mélanger les genres. Ça m'a permis de jouer avec des références graphiques du théâtre, du cinéma, de la publicité, et de mélanger les genres, et des fois de mettre en scène des dialogues entre cette femme dont vous disiez qu'elle rêve d'atteindre Hollywood. Alors là, j'ai créé des fausses affiches de cinéma, etc., en référence à tout ça. Alors, il y a le cinéma américain de cette période-là. Il y a les adaptations, d'ailleurs, de Des souris et des hommes de Steinbeck qui vous ont, on l'imagine, inspiré, influencé. Mais il y a aussi la photographie. La photographie américaine des années de la Grande Dépression. Les photographes qui ont pu vous influencer, qui sont-ils? Alors, je me permets de dire que les films, les adaptations qui ont été faits au cinéma des souris et des hommes, m'ont pas beaucoup aidé. D'ailleurs, je suis pas allée revoir les films que j'avais vus avec Malkovich et tout ça. Je suis pas du tout allée revoir ça quand je me suis lancée dans mon boulot. En revanche, oui, la photographie de cette époque-là, de toute façon, avant même de ce projet, m'avait toujours fascinée. Notamment, évidemment, les travaux de Dorothée Lange et Walker Evans. Il y avait des très belles expos, là, récemment, à Paris, que j'avais vues et revues. J'ai toujours consulté ces photographes. Et oui, je m'en suis très franchement plus qu'inspirée. Et j'ai eu plaisir à mettre des vraies références avec des petits clins d'œil de composition dans certaines images aux photographies qu'ils avaient pu faire. Et après, il y a tout le travail de photographie anonyme de gens qui ont été pris par je ne sais qui, et dont on ne connaît pas le nom, au bord des chemins,
voilà, dans leurs habits tout râpés. Maintenant, c'est tellement facile maintenant de trouver des choses sur Internet que je me suis nourrie aussi beaucoup de ces photos anonymes. Et ces photographes que l'on retrouve aujourd'hui, ces photographies à nouveau exposées, ils ont documenté la crise. C'est aussi à travers leurs photographies ce qui reste, ces documents, cet héritage. Sur la Grande Dépression, voilà ce que disait le prix Nobel de littérature, John Steinbeck lui-même en 1952. If you remember, we had a depression at that time. The depression caught us without... Comme vous le savez, il y a eu une grande crise à l'époque. Cette crise nous est tombée dessus alors que nous n'avions pas la capacité de la gérer. Ça a pris beaucoup de temps avant de mettre en place des agences gouvernementales pour gérer ce type de difficultés économiques. Quand la sécheresse s'est abattue, les gens crevaient de faim et n'avaient nulle part où aller. Ils sont allés tout naturellement vers un endroit où ils ne souffriraient pas du froid. Ils sont allés vers la Californie. Ils sont arrivés par milliers en Californie. Et ils y ont rencontré des gens qui étaient terrifiés. Tout d'abord par la crise, mais aussi par le fait qu'un grand nombre de personnes très pauvres se déversaient sur eux et qu'il fallait les prendre en charge. Et pour les prendre en charge, cela passait par de nouvelles taxes. Or, les taxes étaient déjà assez élevées et il n'y avait plus beaucoup d'argent. Ils ont réagi de manière parfaitement normale. Ils se sont mis en colère. Et quand on est en colère, on se bat contre ce qui nous fâche. Ils étaient en colère contre ces nouveaux arrivants. Voilà, la colère, peut-être mauvaise conseillère, pas si sûre. Qu'est-ce qu'on a appris de nos crises pour vous ? Je ne sais pas si c'est très positif, là. On est en train de vivre des choses compliquées en ce moment. Qu'est-ce qui va en ressortir ? Je ne sais pas. J'espère que ce sera un peu de solidarité, mais ce n'est pas toujours évident, je trouve. Pas plus qu'il y en a d'ailleurs, dans Des souris et des hommes. Il y a quand même dans le rêve de Lenny et de George celui de vivre comme des rentiers, avoir son lopin de terre, élever des lapins et être libre. Quelque chose qui relève aujourd'hui du rêve général, comme il y avait hier la grève générale, une aspiration à vivre peut-être simplement, qui résonne étrangement dans cette période de crise sanitaire et dans cette ambiance de pré-confinement. Mais, et ça c'est Robert Burns, le poète écossais du XVIIIe, qui le dit, les plans les mieux conçus des souris et des hommes ne se réalisent pas. Steinbeck ne dit pas autre chose, dans la voix de Crooks. J'ai vu des centaines d'hommes passer sur les routes et dans les ranchs, avec leurs baluchons sur le dos et les mêmes bobards dans la tête. Ils viennent et le travail fini, ils s'en vont. Et chacun d'eux a son petit lopin de terre dans la tête. Mais il n'y en a pas un qui est foutu de le trouver. C'est comme le paradis. Oh. Il y a quand même une lueur d'espoir, même si là, dans le cadre de ce livre, ça se termine mal, c'est vrai. Mais les bons moments réels qui ont été passés par ces hommes, c'est grâce à l'amitié et à la solidarité qui se sont... Voilà, qu'ils ont partagé entre eux. Donc ça, c'est le bon moment. Donc finalement, qu'est-ce qui reste de tout ça ? C'est l'amour entre les uns et les autres. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Par le catéchisme, j'ai du mal à dire ça autrement. Mais voilà, il y a quand même ça. Au final, si on se soutient, ça va mieux pour tout le monde, quoi. C'est un roman assez sombre, assez fataliste, à part cette note d'espoir dans la solidarité. Ce caractère, ce tempérament noir du livre, comment vous avez fait pour qu'il ne contamine pas votre palette graphique ? Parce qu'il y a Lenny, en fait. Donc, à chaque fois que j'ai les pu, je me suis référée d'ailleurs à pas mal d'œuvres d'art brut, des fois, ou à des couleurs qui sont beaucoup plus vives, parce qu'il y a son esprit, il y a sa vision, il y a sa naïveté. Donc ça le permettait. Voilà, puis j'avais pas envie... Je pense que, globalement, on est quand même dans un livre assez âpre, assez... rude, mais voilà, il y a toujours cette lueur et cet espoir de Lenny qui doit transparaître un peu à travers les pages. Puis moi, je ne suis pas quelqu'un de très noir, donc je ne sais pas, après je ne me rends pas compte de tout ce que j'ai pu faire et de comment c'est perçu. C'est très dur, surtout après un travail énorme comme ça, de ce gros pavé, ce gros bouquin. C'est un peu au lecteur maintenant de le dire. C'est un peu frais pour moi de me rendre compte de ce que j'ai fait et comment ça va être perçu, comment ça va être reçu. Tant mieux, si vous me dites que ça n'est pas complètement contaminé par la noirceur et le cynisme, c'est bien. Non, et d'ailleurs, c'est pas un travail en noir et blanc, même si le noir et le blanc ne sont pas forcément les deux couleurs du sombre et du noir. Mais
Il y a beaucoup de rouge, il y a des pastels, des roses plus éclairés, plus lumineux aussi, et des ocres que l'on retrouve avec cette idée de la terre que ces hommes doivent travailler. Vous n'avez pas, vous, de toute façon, de code couleur défini pour chaque émotion ou chaque situation? Non, alors très franchement, la symbolique des couleurs, c'est pas quelque chose que je connais déjà, et puis j'y crois pas trop. Vous Donc croyez là, à quoi alors? Vous fonctionnez bah, à l'intuition? oui, là franchement, pour ce qui est des couleurs, oui, c'est très instinctif. Après, il y a une logique, encore une fois, dans le rythme, pour que, voilà, en tournant les pages, on soit arrêté par une couleur vive. C'est plutôt que ça. C'est plutôt les couleurs fonctionnent plutôt par contraste, en lien les unes par rapport aux autres, mais pas, elles n'existent pas pour elles-mêmes, si vous voulez. Des souris et des hommes, c'est un livre illustré par vous, Rebecca d'Outremer. Vous êtes notre invitée pour quelques minutes encore à l'occasion de la parution de ce beau livre aux éditions Tichina. Joseph Kessel, l'écrivain, grand voyageur, il l'a connu, Steinbeck. Il aimait ses livres et il aimait l'homme. Voilà comment il le décrivait en 1962. Joseph Kessel, vous avez connu personnellement Steinbeck et c'est plutôt, si je peux dire, sur l'homme que sur l'écrivain que je voudrais avoir quelques souvenirs de vous. Eh bien, en rencontrant Steinbeck, j'ai eu exactement le même choc que j'ai éprouvé en lisant, peut-être le premier en France, son livre « Les souris et les hommes ». Je savais que Gallimard allait le publier. Je demandais par curiosité qu'on me le prêta. Et vraiment, c'est un des grands moments de mon existence comme lecteur. Et j'ai aussitôt demandé de faire la préface à ce livre. Et quand j'ai rencontré Steinbeck, ça a été le même, vraiment, je ne peux pas trouver de meilleure expression, le même coup de poing dans la poitrine qu'à la lecture de ce livre. C'est un grand, costaud, avec... Dites donc, comme vous, Kessel. Il paraît qu'il y a une légère ressemblance quant au volume. Oui. Et il a une tête très tourmentée, fabriquée à coups de serpe, un rire magnifique, profond, en même temps enfantin et d'homme qui a beaucoup vécu. Et il aime bien boire. Et nous avons parlé dès la première minute comme des gens qui se connaissaient depuis très longtemps. Et comme exactement, il donne l'impression comme écrivain. Voilà, fantastique d'entendre la voix de Joseph Kessel parlant donc de John Steinbeck. On est alors en 1962. Quels sont, vous, les romanciers que vous admirez, Rebecca d'Outremer? Oh, là, vous me faites une vacherie. J'ai pas préparé la réponse à cette question. En ce moment, je lis énormément. Alors, je connais pas tellement, en fait, la littérature américaine de cette époque-là. J'avais adoré lire Steinbeck, bien sûr, les souris, les raisins de la colère, la leste d'Éden, tout ça, quand j'étais ado. Ça, je connais bien. Jack London, j'ai beaucoup lu et j'aime beaucoup dans un autre registre. Mais sinon, les romanciers de cette époque, j'ai jamais lu Hemingway, tout ça. Je pourrais pas en parler. Et en ce moment, je lis énormément de classiques. Alors, je dois dire que comme illustratrice, j'écoute beaucoup de livres. J'ai pas toujours le temps d'en lire. J'écoute énormément de livres en audio. Et j'ai repris du coup, parce que la technique le permet, des grands classiques français très longs. C'est-à-dire que dans votre atelier, pendant que vous dessinez, ouais. Et ce livre-là, c'est plus de 2 ans de travail. Oui, c'est ça. Et pas mal d'heures par jour. Oui, ça a été à tout peaufiner. Une épreuve, un challenge. Pendant ce temps, vous écoutez d'autres histoires. Oui. Pas quand je cherche mes idées, mais quand j'exécute, si on peut dire, la planche, une fois que je sais où je vais, je peux écouter d'autres histoires et ça trouble les gens, mais je peux écouter des choses qui n'ont rien à voir. Par exemple, pendant ce roman, j'ai écouté du Houellebecq, que je ne connaissais pas. J'ai écouté Orgueil et préjugés dans un autre registre. Et j'ai écouté Le Magellan de Stefan Zweig. Donc rien à voir. Et ça m'aide à rester clouée à ma table de travail 12 heures par jour. Crooks, il dit, les livres, c'est bon à rien. C'est ce qu'il faut à un homme, c'est quelqu'un près de lui. C'est vrai ou c'est faux? Je sais pas, je crois pas que les livres servent à rien. Je suis pas là pour dire le contraire, mais non, je crois que ça sert beaucoup au contraire. On l'a vu pendant le confinement, ouais. Le besoin de lecture, l'envie des gens de retrouver à la fois des grands classiques, mais aussi des nouveautés, le succès qu'ont eu les librairies à leur réouverture.
Quelle déclaration d'amour vous feriez au livre aujourd'hui? C'est vrai que, écoutez, moi je suis auteur de livres, donc je peux difficilement en dire du mal, mais c'est vrai qu'il se passe un truc très étrange là en ce moment qu'on n'aurait pas pu pressentir avant le confinement à l'hiver dernier. Il y a une redécouverte des livres, les libraires ont l'air heureux, enfin curieux sûrement de ce qui est en train de se passer. Les gens reviennent en librairie. Je ne sais pas à quel point, je ne sais pas si ça durera, etc. Mais on sent bien que, une fois qu'on a épuisé toutes les séries de Netflix, il va falloir passer à autre chose, quoi. Et je pense que la base est toujours là, donc c'est vraiment bien pour nous et c'est encourageant. Ou en parallèle des séries sur Netflix ou ailleurs. On peut effectivement lire. Et c'est vrai que l'avantage des livres illustrés, c'est que c'est directement des fenêtres ouvertes sur d'autres mondes. Et vous y contribuez. Énorme merci à vous, Rebecca d'Outremer, d'avoir été avec nous autour de cette grande table. Des souris et des hommes. Vous co-signez cet ouvrage avec John Steinbeck. Et ça, c'est quand même assez classe. Ouais. Et il paraît aux éditions Tichina. Merci. Merci.